Le plus compliqué avec le bilan annuel, c'est qu'on sait jamais par où commencer. Dans quel ordre faire les choses? Comment s'y prendre concrètement? Et comme si c'était pas suffisamment difficile, on s'attaque à cet exercice en pleine période de fête ou en pleine période de rentrée, à un moment où on a déjà des milliers de choses à faire. Le résultat, tu le connais, c'est que soit on bâcle cet exercice, soit on le fait jamais. Le problème, c'est que aucune de ces deux options n'est acceptable quand on est obsédé à l'idée de tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre en construisant une vie sur mesure qui reflète nos ambitions profondes. Parce que le bilan annuel, c'est l'exercice roi pour construire tout ça, une vie à notre hauteur. Ce dont on aurait besoin dans ces moments-là, ce serait d'avoir une méthode stratégique qu'on pourrait suivre de A à Z sans se prendre la tête. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Je vais te partager le framework ARC, qui est la méthode structurée pour faire émerger la richesse de ton année, miner l'or de ce vécu et se servir de ces leçons pour planifier l'année prochaine avec ambition et alignement. On va faire ça ensemble, on va s'attaquer à ton bilan dans les prochaines minutes grâce à un template 100% offert. Et mon objectif avec cette vidéo et ce template, c'est que cette vidéo, ce template-là devienne ta station annuelle. C'est-à-dire l'endroit où tu vas pouvoir revenir chaque année, à chaque fois que tu as besoin de faire un bilan annuel, sans te tracasser d'aller regarder et chercher des informations qui sont éparpillées aux quatre coins du web, savoir que tout est là à travers un framework qui a été testé, approuvé sur des centaines de personnes à travers les années et qui est juste ici à ta disposition. Cette vidéo, elle va être séquencée en deux temps. La première partie, elle va être dédiée à une prise de hauteur contextuelle. Cette première partie, elle est essentielle pour toi si tu te reconnais dans les profils comme le mien, c'est-à-dire les profils de gens qui ont besoin de prendre de la hauteur, d'avoir du contexte avant de se plonger dans quelque chose, de comprendre les théories qu'il y a derrière, le but qu'il y a derrière, comprendre le pourquoi on fait ces choses-là. Donc pour les personnes dont la compréhension du pourquoi arrive à décupler l'exécution de l'exercice. J'en fais partie, tu en fais peut-être partie, c'est probablement le cas si tu es dans la tribu des starters, dans notre communauté, puisqu'on est à peu près tous foutus pareil. Si c'est le cas, ça va vachement t'intéresser cette partie-là. Si tu ne te retrouves pas dans ce profil, tu peux directement te rendre à la deuxième partie où on va explorer ensemble le template, toutes les questions, l'arc à travers lequel on va passer pour exécuter ce bilan annuel. C'est dans cette partie qu'on va le faire ensemble, toi et moi. Évidemment, j'ai tout mis dans les timecodes. Tu peux directement aller checker en bas et te rendre à l'exercice si jamais tu veux passer directement dans le concret. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif de cette vidéo, il reste le même, c'est qu'on passe un moment agréable, toi et moi. Je sais que cette période de bilan, elle secoue assez généralement. On est dans une période un peu introspective, on est dans une période de remise en question, on est dans une période où on a un peu de stress de savoir ce qui s'est passé par rapport à notre année, est-ce qu'elle a valu le coup, est-ce que vraiment il y a eu autant de richesse que ce qu'on espère. Spoiler alert, c'est forcément le cas, on va le voir avec le framework que je vais déployer. Est-ce que vraiment on a été à la hauteur de nos espérances, est-ce qu'on va pas avoir une grande désillusion? Donc c'est une période un peu bizarre, cette période de fin d'année, c'est une période où on a vachement de stress, beaucoup d'inspiration aussi, et on va essayer de tirer le maximum de cet état mental, toi et moi ensemble. Et pour ça j'ai besoin vraiment que tu te mettes dans un mood cosy, on va quitter le côté un peu trop analytique, un peu trop froid, un peu trop mécanique du mot bilan, et on va se mettre, toi et moi, dans un mood beaucoup plus joyeux. Tu te fais couler un petit chocolat chaud, tu te mets au chaud, et on va partager ce moment comme si tu étais en train de boire un café avec un pote, ni plus, ni moins. Tu connais la vibe de mes vidéos, si tu le connais pas, tu vas le découvrir, c'est exactement dans cet esprit-là qu'on s'inscrit, ok? Donc on va commencer directement avec le syndrome de fin d'année, on va faire un petit focus, toi et moi, pour qu'on puisse se concentrer là-dessus. Ce que tu ressens probablement en cette fin d'année ou en ce début d'année, c'est quelque chose qui est très répandu, c'est que peut-être tu as ces raisonnements qui tournent dans ta tête en mode encore une année comme les autres, j'ai l'impression de ne pas avoir accompli grand chose, j'ai un sentiment d'avoir tourné en rond mais finalement de ne pas du tout avoir avancé vers ma destination idéale, je suis frustré ou alors je suis déçu face à cette année écoulée. Ce que j'aimerais te dire à ce stade de la vidéo, c'est que toute année est forcément riche de deux choses. La première chose dont elle est riche, c'est le brut. Le brut, c'est ce que tu as vécu. Je pense par exemple aux projets lancés ou terminés, aux rencontres marquantes qui ont du coup marqué ton année, aux moments de connexion profonde, les défis que tu as affrontés, les victoires que tu as enregistrées, les échecs que tu as subis, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là, ça constitue le brut de ton année, ce que tu as vécu. Et à côté du brut, il y a le raffiné. Le raffiné, c'est ce que tu as extrait de ce vécu, de ce brut que je viens de te citer. Par exemple, les leçons tirées des échecs, les insights sur ce qui te rend heureux ou pas en fonction de ce que tu as vécu et de l'analyse qu'on va faire, la meilleure compréhension que tu as de tes valeurs, les patterns identifiés dans ton comportement qui se répètent, ceux sur lesquels tu veux capitaliser, ceux que tu veux enlever de ta vie, la clarté sur ce que tu veux vraiment, la sagesse acquise sur tes limites, tes forces, les principes de vie que tu as pu forger quand tu te penches sur ce que tu as vécu dans ton année, les ajustements à faire que tu as identifiés, etc., etc., etc. Si à l'heure actuelle tu as l'impression de n'avoir rien fait cette année et tu as une sensation de frustration
ou de déception, c'est dû uniquement à une chose, la vraie source de cette sensation, c'est pas la réalité, c'est qu'elle vient de l'absence de minage. Tu n'as pas encore fait une de ces deux actions, voire les deux, tu n'as pas encore généré de la clarté sur le brut, ou tu n'as pas encore généré de la clarté sur le raffiné. C'est évidemment le but de cette vidéo, c'est la bonne nouvelle, c'est que cette sensation du coup d'être à côté de la plaque, d'être frustré, d'avoir rien fait, de pas être fier de soi, elle peut être transformée via un exercice qui peut tout changer, celui du bilan annuel, et c'est celui qu'on va exécuter ensemble, toi et moi, aujourd'hui. J'aime bien la métaphore de la mine d'or inexploitée. Il faut pas que tu vois ton année comme un seul bloc. C'est ce qu'on a tendance à faire mentalement, psychologiquement, en tant qu'être humain, on a tendance à voir cette année qui vient de s'écouler comme un seul bloc. Le truc, c'est que ça n'est pas un seul bloc. Une année, c'est une suite de 365 jours qui sont marqués par des expériences, des échecs, des réussites, des révélations, des frustrations, etc. Et toutes ces choses-là qui ont été vécues, bien que non conscientisées dans un premier temps, elles attendent deux choses. Premièrement, d'être conscientisées pour comprendre la richesse, on l'a vu avec le brut, et deuxièmement, d'être miné, le fameux raffiné dont on vient de parler. Le double bénéfice finalement du minage, c'est celui-là. C'est réaliser l'ampleur de ce que tu as accompli dans un premier temps, les transformations, les victoires, la croissance, etc. Tout ce que tu ne vois pas à l'heure actuelle, très certainement, sauf si tu as un système de data tracking assez avancé, on en parlera un peu plus tard. Mais aussi de récolter les informations précieuses, le raffiner, pour passer au niveau suivant, parce que tant que tu ne récoltes pas l'expérience, tu ne montes pas de niveau dans le jeu de la vie, pour l'année d'après, que tu puisses tout simplement repartir sur de bons rails et arrêter de répéter les mêmes erreurs, ok ? Sans ce minage, tu passes à côté de ta propre évolution, tu repars de zéro chaque année, tu ne capitalises sur rien, et ce qu'on verra tout à l'heure, c'est que tu te contentes de revivre la même année encore et encore et encore et encore, et si tu me demandes, je pense que c'est ce qui s'approche le plus de la définition de l'enfer. Donc, une tradition millénaire. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Lindy. L'effet Lindy, c'est une loi très simple qui dit que ce qui a existé depuis longtemps a de grandes chances d'exister encore. Et plus précisément, plus quelque chose existe depuis longtemps, plus ça a une probabilité d'exister à travers le temps. Et quand on s'intéresse à la pratique du bilan annuel, c'est magnifique parce que le bilan annuel, il existe depuis la nuit des temps. C'est présent dans toutes les grandes traditions qui nous ont précédés. Et si ce bilan, cet acte, cet exercice a eu la force, l'antifragilité de traverser les siècles, c'est qu'il a prouvé son utilité. Si à travers tout le chaos qu'a traversé l'humanité, au fil de toutes les civilisations qui se sont succédées, ce rituel a été choisi pour traverser, pour survivre, pour traverser les âges, c'est qu'il a une utilité qui a été confirmée par le terrain à travers les époques. Ce qui survit au chaos, c'est ce que j'ai marqué juste ici, ça prouve sa valeur. J'aime bien également la métaphore du livre. J'aime bien dire que traverser 12 mois sans réfléchir, c'est comme lire un livre sans prendre de notes. Tu passes à côté des enseignements, tu oublies tout ce qui pourrait te faire progresser. Comme dit John Dewey, qui est un philosophe et un psychologue américain, nous n'apprenons pas de l'expérience, nous apprenons de la réflexion sur l'expérience. C'est hyper important de comprendre cette nuance-là. La réflexion sur l'expérience, elle va transformer les événements en enseignements. Elle va marquer au fer rouge dans ta mémoire tout ce qui s'est passé et elle va te permettre de te créer une bibliothèque progressive de sagesse personnelle. On a l'impression qu'il nous suffit de vivre les expériences pour en tirer les leçons, c'est absolument faux. Tant que tu n'as pas pris le temps de réfléchir sur ce qui t'est arrivé, tu n'avanceras pas. Ok, alors maintenant j'aimerais qu'on se penche rapidement sur les 4 raisons de faire un bilan annuel. Parce que quand on se penche sur la psychologie, sur la théorie de la productivité ou encore sur les neurosciences, on retrouve 4 raisons très distinctes, unanimes, sur l'utilité de conduire un bilan annuel. La première raison, c'est l'intentionnalité qui prime sur le mode autopilote. Il y a un problème que tout le monde rencontre et qui est très bien illustré par Bill Perkins dans son livre Die with Zero, livre que je recommande vraiment de mettre entre toutes les mains. Ça serait un très beau cadeau fait à un proche. C'est un livre qui a complètement bousculé ma gestion financière, mon rapport à l'argent, c'est hyper intéressant. On cite souvent des grands classiques, mais celui-ci, je pense qu'il mérite d'y figurer, même si c'est un livre très récent. Bill Perkins, il nous dit, tu as la possibilité de réfléchir à la manière dont tu veux explorer ta vie et de décider toi-même où investir ton temps et ton argent, ainsi que quand faire ces investissements. Malheureusement, la plupart des gens utilisent très peu cette liberté. Oui, on fait certains choix consciemment, dans une certaine mesure, on choisit notre travail, nos hobbies, nos relations, nos destinations de vacances, mais une immense partie de notre vie se déroule en pilote automatique, on avance dans le monde comme si quelqu'un d'autre avait programmé nos actions et on ne réfléchit presque jamais vraiment à la façon dont on dépense notre temps et notre argent. C'est le piège ultime, c'est le piège du mode
autopilote dans lequel baigne l'immense partie des gens que j'ai eu la chance de croiser durant ma courte expérience de vie sur Terre, que ce soit physiquement ou que ce soit virtuellement. Le problème du mode autopilote, c'est que ça conduit à une répétition des mêmes erreurs année après année. On ne capitalise sur rien en termes d'apprentissage, on éparpille nos ressources à reproduire les mêmes erreurs, et c'est un peu cette métaphore de l'hamster où quand tu observes un hamster qui roule dans sa roue, on voit beaucoup de mouvements, certes, on voit beaucoup d'énergie dépensée, il a l'air d'en chier le frérot, mais à la fin, quand tu regardes d'en haut, l'hamster il a pas bougé d'un iota, il est toujours au même endroit. C'est exactement ce qui se passe quand on est en mode autopilote, ça nous avale des années, c'est vraiment une espèce de vortex temporel. Il y a deux types de solutions qu'on peut déployer face à ce mode autopilote pour glisser vers l'intentionnalité. Il y a évidemment la pratique quotidienne dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail, c'est le socle comme tu peux le voir ici de mon modèle de la productivité asymétrique. Tu vois que c'est en plein milieu, l'intentionnalité, c'est le carburant de ce modèle-là. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon blog et aller chercher productivité asymétrique dans la barre de recherche. Tu trouveras l'article qui est dédié à ce manifeste-là. Et la seconde façon de faire, c'est d'opérer des régulières corrections de trajectoire. C'est ce brave Chris Bailey, qui est un consultant en productivité, qui nous dit les personnes les plus productives qu'il a pu observer font régulièrement des corrections de trajectoire. C'est ce qui nous permet, en faisant régulièrement ces corrections de trajectoire, de ne pas arriver en Russie en fin d'année, alors qu'on avait pour objectif d'aller en Australie au début. Dès qu'on fait un petit écart de direction, on se recale. Le bilan annuel, c'est l'opportunité de correction ultime dans ton année. Il y a 365 jours de données à analyser, c'est un moment de réalignement complet qui va faire un passage forcé de ton mode autopilote au mode intentionnel. Donc c'est la première raison. La seconde raison que j'ai envie de t'avancer, c'est que la direction primera toujours sur la vitesse, une loi intemporelle en termes de productivité. Il y a une illusion dans la productivité, c'est celle de penser que la productivité, c'est faire plus de choses. Ce que dit Chris Bailey, c'est qu'il dit la productivité n'a rien à voir avec tout ce que tu fais, elle a tout à voir avec ce que tu accomplis vraiment. La productivité, c'est faire les bonnes choses, c'est pas faire plus de choses. C'est quelque chose que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo, je vais pas trop m'attarder sur le sujet ici. L'erreur classique, c'est que quand on veut être plus productif, on va s'attarder sur l'optimisation des techniques d'exécution. Mais on continue d'avancer en autopilote sans direction claire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va optimiser un système qui t'amène dans la mauvaise direction. Il y a un système qui est paramétré pour t'amener dans une direction où tu ne veux pas aller. Et toi, ce que tu vas faire, c'est appuyer plus sur l'accélérateur et mettre plus de carburant. Ça ne fait aucun sens. Comme dit Auguste Bradley, consultant en productivité, il vaut mieux avancer inefficacement dans la bonne direction qu'efficacement dans la mauvaise direction. Sénèque qui nous dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Faire ça, c'est l'équivalent de ce que Stephen Covey explique adosser l'échelle au mauvais mur. C'est comme si tu passais ta vie à monter à une échelle pour arriver en haut sur le toit, regarder autour de toi et te dire « C'était absolument pas sur ce toit que je voulais monter ». C'est terrible, c'est l'enfer. C'est trop tard quand tu t'en rends compte, tu as perdu toutes ces années de vie. On veut éviter ça un maximum, d'autant plus dans la tribu des starters où l'aspect existentialiste, on va y venir dans quelques instants, est très présent. Donc on fait des choses pour une raison, c'est rempli de sens et d'alignement. On refuse et on rejette en bloc une vision productiviste de la productivité. On est dans une vision existentialiste, au service de nos vies. Le piège de Stephen Covey, il y en a un second du coup, c'est qu'il dit, quand on parle de gestion du temps, il semble ridicule de se soucier de la vitesse avant de se soucier de la direction, d'essayer d'économiser des minutes quand on pourrait être en train de perdre des années. C'est terrible, encore une fois, rien que de le dire, c'est terrible. Tu peux être ultra efficace dans l'exécution, mais si tu vas dans la mauvaise direction, tu perds des années. Donc la clarté, c'est une composante essentielle de la productivité. Et c'est ce que j'aime expliquer avec cette métaphore de la Twingo contre la Ferrari. Tu iras toujours beaucoup plus vite sur une autoroute avec une Twingo par temps ensoleillé qu'avec une Ferrari sur une route de campagne quand il y a du brouillard. Moins tu vois, moins tu peux accélérer tout simplement. Et c'est un pattern que j'ai observé chez les starters dans la tribu des starters de notre communauté. Un pattern qu'il décrit très bien, James Clear, qui est l'auteur de Atomic Habits, qui dit « Les gens pensent qu'ils manquent de motivation, en réalité ils manquent de clarté ». Moi ce que j'observe sur le terrain, c'est que tous les starters qui sont équipés de clarté, ils ont une vitesse d'exécution qui est le double par rapport à ce que j'observe autour de moi. Et c'est ce qui m'a conduit à labelliser le modèle mental du clarté maximaliste qui, à nouveau, est présent sur mon site. Tu tapes blog.sofianadine.fr, tu trouveras du coup dans l'onglet blog juste ici, tu tapes clarté maximaliste et tu trouveras le modèle qui conclut avec une équation très simple, la productivité est fonction de ta clarté. Plus tu as de la clarté, mathématiquement, plus tu génères de la productivité. C'est également le socle de mon modèle du framework CCM, le chaos de cadre, le chaos de cap
et le chaos moteur, 3 types de chaos qu'on essaie de dézinguer dans la tribu des starters et auxquels on essaie de mettre des grands coups de bazooka. Il y a également une autre théorie, c'est la deuxième loi de Parkinson, tout le monde connaît la première, on va se pencher sur la seconde qui est bien plus intéressante, qui explique que sans direction, les systèmes de travail évoluent vers des comportements improductifs. Tu peux travailler dur toute l'année, mais sans direction, tu tournes en rond. À nouveau, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, on s'en tape un peu, retiens juste ça. Le rôle du bilan annuel, c'est donc de définir la direction. C'est ton moment de définition de direction de l'année. Tu prends le temps de clarifier où tu veux vraiment aller et toutes les actions que tu vas poser dans l'année, elles vont s'aligner, s'emboîter dans cette vision annuelle que tu auras pris le temps de générer, qui sera le fruit à la fois de la prise de conscience du brut, à la fois du raffinement du brut et à la fois ensuite de la projection, de la planification qu'on va également faire ensemble. Et si tu te loupes dans la direction, finalement tu perds un peu toute ton année. Si tu te loupes dans la direction et que tu ne fais pas de correction jusqu'à la fin, t'as perdu ton année. Raison numéro 3, l'humain apprend par essai-erreur. C'est le fameux principe du try and learn. En tant qu'être humain, on teste, on observe, on ajuste. C'est la base du modèle mental du scientifique. L'article est disponible sur mon blog à nouveau. Il s'appelle le modèle mental du scientifique. Tu le trouveras facilement. C'est une boucle d'apprentissage naturelle qui est hyper intéressante pour l'être humain. On fonctionne comme ça, par défaut, avec le paradigme du feedback control qui se cale complètement sur la façon dont on a d'opérer dans le monde en tant qu'être humain. On fait une action, on observe les résultats, on ajuste notre action en fonction du résultat qu'on a observé. La particularité du cerveau humain, c'est qu'il est excellent pour détecter les erreurs a posteriori et il est mauvais pour les anticiper. Donc il faut contraster les actions avec les résultats pour apprendre. L'apprentissage par l'analyse, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour un être humain. Sans analyse, l'expérience, elle ne devient pas un apprentissage, elle reste une expérience froide de laquelle on ne tire rien. Et c'est là où il ne faut pas confondre vivre 10 ans et vivre la même année 10 fois. À nouveau, c'est terrifiant. Si tu te reconnais là-dedans, tu as le droit d'être terrifié. Terrifié de passer ta prochaine décennie à vivre 10 fois la même année au lieu de vivre effectivement une décennie. Et c'est ce qu'on veut éviter. Le rôle du bilan annuel ici, c'est une opportunité de contraste massif. C'est le moment où tu vas extraire les leçons, transformer l'expérience brute en sagesse raffinée, identifier les patterns de ce qui a marché et ajuster ta stratégie pour l'année suivante en te basant sur des données réelles. Et j'ai envie de dire même en te basant sur les seules données qui comptent, qui sont le fruit de ce que toi tu as vécu, toi tu as compris, toi tu as expérimenté, qui a fait sens dans ta réalité, dans ton tunnel de réalité actuelle, pour reprendre les mots de Robert Anton. Donc c'est hyper important que tu te bases sur tes propres données et non pas sur des données objectives que tu peux trouver sur le web. Alors évidemment, c'est intéressant de te baser sur des données objectives d'autres auteurs, mais ce qui doit primer, c'est tes propres données, parce que tes propres données font sens dans ta réalité. Ok ? Raison numéro 4, la dernière, séparer les phases de planification et d'action. Les deux sont essentiels, qu'on parle d'action ou de planification. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le modèle de l'ingénieur, du pilote et de l'avion, qui explique la nécessité d'être dans ces trois rôles différents. C'est également le principe des perspectives temporelles 1,9,90 de Zimbardo et Boyd, qui explique qu'on devrait passer 1% de notre temps dans le passé, 9% dans le futur, 90% dans le présent. Au niveau journalier, ça fait 22 heures par jour dans le présent, 2 heures par jour dans le futur et 15 minutes par jour dans le passé. Déjà, ça devrait te faire réfléchir si tu as un profil un peu overthinker qui passe trop de temps dans le passé ou dans le futur. Mais ici, c'est pas forcément pertinent étant donné qu'on est à l'échelle de l'année. C'est juste pour expliquer que, comme disent Zimbardo et Boyd, en fonction de la particularité de la situation, une perspective temporelle doit être privilégiée pendant que les deux autres doivent être mises de côté temporairement. Donc on reconnaît déjà la nécessité d'alternance entre la planification et l'action. Nécessité qui est renforcée par le problème très connu du mélange de la planification et de l'action dans notre quotidien, qui fait que planifier et exécuter, ça demande des ressources cognitives différentes et même des combinaisons d'ondes cérébrales différentes. Donc si tu ne cesses de alterner à longueur de journée entre de la planif et de l'action, ce qui se passe, c'est que tu subis ce qu'on appelle du context switching en neurosciences. Concrètement, ce que tu dois retenir, c'est que ça détruit ta performance. On va pas aller plus loin aujourd'hui. Donc mélanger les deux, ça entraîne un gros coup en termes d'efficacité. Donc le bilan, c'est ton moment sacré de l'ingénieur. Tu sors complètement du mode avion où tu es en train d'abattre du travail, tu prends de la hauteur en mode ingénieur et tu vas vérifier est-ce que ton avion fonctionne bien. Et tu vas lui fixer une trajectoire et des systèmes pour les 365 prochains jours. C'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Pour faire ça, on va utiliser le framework ARC. Donc ARC pourquoi ? A pour apprécier le passé. On va extraire l'or dans un premier temps de l'année écoulée. L'exemple de ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue tes victoires dans toutes tes aires de vie, analyser tes échecs, comprendre pourquoi, identifier les décisions importantes, extraire les leçons les plus précieuses, etc. Ensuite, on va passer au R, qui veut dire réfléchir sur le présent. Donc on va passer progressivement via un arc narratif, tu verras, de la curiosité à la compréhension. Des exemples de ce qu'on va faire, c'est des questions d'introspection, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend fier, etc. Analyser pourquoi certaines choses ont été significatives, identifier les patterns récurrents, faire émerger tes vraies valeurs, et tout ça. Et enfin le C du framework ARC, créer le futur, transformer les enseignements en action. Ici, on va visualiser ta vie dans 12 mois,
identifier qui tu dois devenir, définir des objectifs alignés, 10 ans, 1 an, trimestre, on va voir ça, et mettre à jour système, habitude et routine. Ok ? La spécificité de l'approche que tu t'apprêtes à découvrir, la première, elle est très importante, c'est qu'il y a une philosophie existentialiste dans la tribu des starters derrière tout ce qu'on fait. C'est pas une énième pratique de productivité. C'est vraiment une pratique socle de croissance personnelle, de libération de potentiel. On veut, dans la tribu des starters, c'est notre mantra, accomplir 2 fois plus en travaillant 2 fois moins pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Notre mantra, c'est travailler moins, accomplir plus, vivre intensément. Donc on vise cette vie d'absolue abondance. C'est la pierre angulaire derrière tout ce qu'on fait au quotidien. Il y a un séquençage intentionnel également qui fait la spécificité de l'approche que tu vas découvrir, c'est qu'on va progressivement passer d'une phase de curiosité à une phase de compréhension, à une phase d'action. Chaque question que je vais t'inviter à te poser, elle conduit quelque part. Il y a un arc narratif qui a été construit. Il n'y a pas de questions abstraites ou isolées qui ne servent à rien. Une autre spécificité de l'approche, c'est que c'est une approche systémique qui est complète. On ne se concentre pas sur ton business ou sur ta vie perso, on se concentre sur ton expérience de vie à 360 degrés, comme tu vas le découvrir. Enfin, c'est un système qui capitalise sur lui-même. Chaque année, tu vas pouvoir revenir à ce template, il y aura tous tes précédents bilans qui seront stockés dans le template, tu pourras accéder à toutes tes réflexions préalables, tu auras une station de bilan annuel au même endroit. Et enfin, le gros ROI horaire de cet exercice-là, c'est ces 6 heures d'exercice qui vont être remboursées dès février avec l'alignement que tu vas avoir, la vision que tu vas avoir, la capacité de correction que tu vas avoir, le minage de tes enseignements passés qui va t'éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est un certain volume temporel à investir en front, mais par contre, le temps que tu gagnes derrière, il est titanesque. Donc si c'est clair pour toi, c'est l'heure de passer à l'action. Va te faire couler un petit café, un chocolat ou quoi que ce soit si c'est pas le cas, parce qu'on va basculer sur le template que tu vois s'afficher juste ici à l'écran et on va s'attaquer directement à cet exercice du bilan annuel. Le template que tu vois ici, il a été créé sur un logiciel qui s'appelle Notion. Si tu n'as pas de compte aujourd'hui, tu peux t'en créer un, c'est 100% gratuit. Ça va te donner l'opportunité, en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description, d'arriver directement sur ce template-là et de cliquer en haut à droite sur le bouton dupliquer pour que tu puisses dupliquer ce template dans ton espace et ce sera désormais le tien. Tu n'auras plus besoin de revenir sur ce lien-là. Tu pourras directement depuis ton espace Notion piloter ton template de bilan annuel et tu pourras te créer une bibliothèque de bilan annuel juste ici au fur et à mesure des années. Donc ici, il y a une partie très descriptive. Ici, c'est un raccourci pour créer un bilan. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est directement de rentrer dans le vif avec, par exemple, ce bilan-là que j'ai déjà créé. On va pouvoir voir ensemble les questions que je t'invite à te poser. Donc, on va passer à travers tout ce template. Si tu en as envie, je t'invite à télécharger le template et à faire ça en parallèle avec moi. Je vais évidemment pas m'attarder sur toutes les questions en détail parce que ça n'a aucun intérêt. Cette vidéo serait interminable. Mais on va passer rapidement les questions pour que tu puisses avoir un bon niveau de compréhension de ce qui se trouve dans ce template. Donc, au début, quand tu vas créer ton template, tu vas mettre le titre de l'année ici. Tout va se charger automatiquement parce que ça a été paramétré pour. Ici, tu vas pouvoir mettre la date de début et de fin de l'année en question pour lequel tu fais un bilan. Tu vas pouvoir mettre un thème à ce niveau-là. Donc le thème de 2 choses l'une, soit tu peux le mettre en début d'année, soit tu peux le mettre en fin d'année. Quand tu le mets en début d'année, c'est un peu une projection que tu fais sur ton année. Quelle couleur tu as envie de donner à ton année? Tu as envie que ce soit l'année de quoi finalement cette année? Quelle ambition tu veux donner à cette année? Quand tu le mets en fin d'année, c'est quand tu es en train de faire le bilan de ton année en cours, tu reviens sur cette propriété thème et tu te dis ok, a priori, je voulais que ce soit l'année des fondations, mais finalement, ça a été l'année de l'explosion. Donc, je vais supprimer fondations et je vais mettre explosion. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je mets une intention en début d'année, pendant que je suis en train de faire la planification de mon année prochaine, et je mets une actualisation du thème de l'année qui vient de s'écouler en fonction de ce qui s'est réellement passé. Tu peux voir par exemple qu'une de mes années précédentes s'appelait l'année des conquêtes, parce que j'avais eu de multiples conquêtes, et donc du coup, à chaque année, je fais un effort d'encapsuler dans un seul mot l'année qui vient de s'écouler, et j'offre un mot à l'année qui va démarrer pour donner l'ambition que je veux avoir pour cette année. Donc le bilan annuel se concentre sur la stratégie. Ici, c'est un aspect note, tu peux la noter à la fin de l'année également. Se concentre sur la stratégie. On fait le bilan de l'année en cours et on planifie la stratégie de l'année qui arrive. C'est le bilan le plus important de l'année, celui qui va donner une direction à tes 365 prochains jours. Les résultats de l'année qui arrive dépendront de cet exercice sacré. Moi, une pierre angulaire de ma performance au quotidien, de l'époque où j'étais chef de projet en double emploi jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été le bilan annuel. Donc je t'invite vraiment à lui accorder toute ton attention. Donc, bilan annuel, nous n'apprenons pas de l'expérience, mais de la réflexion sur l'expérience. Rappelle-toi, on l'a vu tout à l'heure. La première partie, on va examiner. On est dans la partie A du framework, on va apprécier le passé. On va commencer par passer en revue les victoires de toutes les aires de vie de notre année, passer en revue également les échecs. Pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est utiliser ton calendrier pour aller regarder qu'est-ce que tu as vécu cette année, te replonger dans les photos de ton portable peut-être aussi, pour aller regarder est-ce que tu as immortalisé des moments, peut-être demander à tes proches, est-ce qu'ils se souviennent d'une victoire ou d'un échec particulier cette année. Vraiment prendre un peu de temps pour laisser infuser ces souvenirs.
te balader à travers ta mémoire, comme je te l'ai dit, via ton portable, via ton calendrier, via les souvenirs, ton journaling, etc. pour que tu puisses refaire émerger ces victoires, ces échecs, desquels on va apprendre beaucoup de choses par la suite. Ensuite, on va passer en revue les décisions importantes de l'année dans toutes les aires de vie à nouveau. Les aires de vie, si t'es pas familier avec ce terme-là, c'est tout simplement toutes les composantes, on va dire, de ton système de vie. Tout système de vie a des microsystèmes à l'intérieur. Ces microsystèmes sont des aires de vie. On peut penser par exemple à la famille, aux relations, on peut penser au business, on peut penser à la santé, on peut penser à l'exploration, par exemple les expériences, les voyages, etc. On peut penser au foyer, tout ce qui a trait au foyer, etc. Donc c'est découper ta vie en des métacatégories dans lesquelles tu vas aller poser un œil pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé de bien dans chacune de ces métacatégories. 4, on va passer en revue les leçons de l'année dans toutes les aires de vie. Donc on prend le moment de laisser infuser les choses et de se demander ok, quelles leçons j'ai appris dans mon ère relation, quelles leçons j'ai appris dans mon ère couple, quelles leçons j'ai appris dans mon ère business, quelles leçons j'ai appris dans mon ère sport, santé, etc., etc. Ensuite, on va analyser les objectifs de cette année que tu t'étais fixé et tu vas te demander sur quel objectif j'ai avancé cette année, qu'est-ce qui a été le plus efficace dans l'accomplissement de ces objectifs, sur quel objectif je n'ai pas réussi à avancer cette année et pourquoi, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour avancer sur ces objectifs-là, et qu'est-ce que la poursuite de ces objectifs m'a appris plus généralement. Donc comme tu peux voir, il y a une espèce de progressivité dans les questions qu'on se pose. Évidemment ici on passe vite, mais toi tu peux appuyer sur pause et y passer tout le temps que tu veux pour diver et vraiment plonger dans ces composantes de ton année et essayer d'en extraire toute l'or qui est nécessaire. Ensuite, on va passer sur la vision, faire le point sur les objectifs long terme. Tu vas te demander sur quels objectifs long terme j'ai avancé ces 12 derniers mois, sur lesquels je n'ai pas avancé et pourquoi. Donc tu vas prendre ta carte du monde, ta carte des potentialités, comme on aime l'appeler dans la tribu des starters, et tu vas regarder sur tes objectifs à échelon, je sais pas moi, 50, 10 ans, où est-ce que tu vas en être et sur quoi tu as travaillé pour avancer concrètement vers ces objectifs-là durant cette année. Et si tu n'as pas avancé, encore une fois, pour quelles raisons? Ensuite, on va s'attaquer aux habitudes, aux routines. Quelle habitude et quelle routine t'ont le plus servi sur ces 12 derniers mois? Et à chaque fois, pour toutes ces choses-là, il y a un encart où tu peux, à l'intérieur de l'encart, avec une liste à puces, remplir tes données. Alors encore une fois, moi je passe vite sur tout ça, mais tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ça peut prendre déjà 1h30. L'idée c'est que vraiment tu te laisses infuser dans ton passé et que tu utilises le maximum de stimuli, de triggers possibles que tu as à disposition, journaling, calendrier, photos, discussions avec tes proches, documents, notes, etc., etc., pour avoir des traces de mémoire des événements qui se sont passés et que tu puisses les faire émerger à ce niveau-là du bilan. Quand on a terminé ça, on va passer sur la phase qui est la phase de réflexion. Ici, on va réfléchir, on va commencer à miner tout ce qu'on a vécu dans notre année. On passe dans le côté R, le côté réflexion du framework ARC. Ces questions que tu vas découvrir, elles ne sont pas aléatoires. Chaque question conduit quelque part. Il y a un arc narratif dans le séquençage des questions. Ce ne sont pas des questions individuelles de réflexion abstraites, elles sont spécifiquement designées pour conduire quelque part, pour shifter progressivement de la curiosité vers la compréhension. On va commencer avec des questions de perspective. Quelles sont les plus grandes victoires de l'année ? Évidemment, première répétition. Tu verras qu'il y a quelques répétitions tout au long de ce bilan. C'est fait pour. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'à la première itération, tu vas en trouver quelques-unes. À la seconde itération, tu vas en trouver un peu plus. Il y en a qui n'avaient pas pop-up, mais qui ont pop-up entre-temps avec les réponses que tu as données aux questions précédentes. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc à chaque fois que tu les vois, ne te soucie pas de savoir est-ce qu'il y a une répétition ou pas. Exécute tout simplement. Quels sont le ou les plus grands challenges que j'ai surmontés? Comment j'ai fait face à ces challenges? Comment j'ai changé à travers le process? L'aspect identitaire ici, hyper important. À chaque fois, tu peux déployer le toggle et tu peux aller écrire directement dans l'encart qui est dédié. Cet aspect identitaire, il est important parce qu'on change véritablement quand on change au niveau identitaire. Donc c'est intéressant de mettre un niveau de zoom dessus. Le ou les plus grands échecs que j'ai essuyés et quelles leçons précieuses j'en ai tirées. Qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux cette année? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus satisfait ou fier cette année? Ces deux composantes sont différentes. Il peut y avoir des choses qui te rendent heureux, mais pas forcément très fier au fond de toi. Des choses qui te rendent très fier, pas forcément heureux dans l'immédiat, parce que c'est un événement que tu as réussi à surpasser, mais il est encore dur, donc il est encore gravé dans ta mémoire à un niveau émotionnel. Donc c'est important de dissocier les deux. Qu'est-ce qui m'a le plus contrarié cette année? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour l'éviter? Est-ce que ça me contrarie encore aujourd'hui? Est-ce que je devrais passer l'éponge et avancer? J'en dis pas plus sur cette question, je te laisserai te les poser, tu verras la puissance du bordel. Qui a eu l'impact le plus positif sur ma vie? Qu'est-ce qui m'excite quand j'en parle et quand j'y pense? Quel aspect de cette chose m'excite? Qu'est-ce que ça dit à propos de mes valeurs? À quoi j'accorde de la valeur? Comment mes valeurs influencent mon niveau de bonheur, en bien ou en mal? Quelles sont mes plus grandes sources de bonheur? Quelles sont mes plus grandes découvertes et apprentissages de cette année? Qu'est-ce que je représente et quelle cause je fais avancer dans ce monde? Qu'est-ce que j'aimerais représenter et défendre dans ce monde? Question hyper puissante. Qu'est-ce que je veux devenir? Comment je veux impacter les gens autour de moi? Jusqu'où je veux étendre cet impact? Donc ça, c'est hyper intéressant.
Si tu as un business aujourd'hui, tu le sais, on alterne souvent entre des phases où on a envie d'impacter profondément un petit groupe de gens et des phases où on a envie d'impacter en superficie, on va dire, un grand éventail de personnes. Dépendamment du mood dans lequel on a envie de donner une couleur différente à notre année. Il y a des années où on a envie de faire de la masse et des années où on a envie de faire de la profondeur. Et donc c'est intéressant, en cette fin d'année, quand on fait un bilan, de se poser la question de vers quelle vision, quelle projection on veut donner à cette année qui est en train de se terminer et comment on veut lui donner une espèce d'impulsion qui va aller dans la direction dans laquelle on veut aller pour l'année qui va commencer. Qu'est-ce que j'aurais aimé plus faire cette année? Qu'est-ce que j'aurais aimé moins faire? Et qu'est-ce que je regrette de cette année? Quand tu as terminé ça, tu as terminé les questions de perspective. C'est l'heure de passer sur les questions de réflexion. Elles sont plus courtes, il y en a 4. Une question au niveau des personnes, des expériences, des lieux et une question à propos des questions. Donc une méta-question. Première sur les personnes. Qui compte le plus dans ma vie? Quel rôle il joue? Je t'invite vraiment à passer du temps sur celle-ci. Expérience. Quelles ont été les expériences et les événements les plus significatifs de ces 12 derniers mois? Lieu. Où est-ce que les expériences significatives prennent place dans ma vie? Évidemment, hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre tout simplement de récolter des données sur où est-ce que se passe, avec qui, dans quel type d'expérience et où est-ce que se passent les choses bien et les choses mal qui arrivent dans ta vie. Pour que tu puisses redoubler d'efforts sur les choses bien, en construire plus, faire plus de place pour ces choses-là dans ta vie et évincer du mieux que tu peux les choses qui te donnent des sensations qui sont désagréables. Ensuite, question. Quelles sont les meilleures questions que tu pourrais te poser pour creuser ces 12 derniers mois? Les questions que je te propose, elles sont importantes, mais si tu arrives à faire émerger tes propres questions, tu vas atteindre un next level en termes de bilan annuel. C'est pas évident, donc j'ai envie de dire que c'est réservé à un niveau un peu avancé, mais si tu as du temps et que tu adores l'introspection, tu es familier avec cette dynamique-là, je t'invite vraiment à passer du temps dans cet espace parce que ça fait hyper plaisir de trouver des questions par rapport à ça, c'est rempli de sens et ça fait passer des niveaux beaucoup plus rapidement. Une fois que tu auras terminé les réponses à ces questions, on va passer à la phase d'interprétation. Interpréter la signification qui se cache derrière ces personnes, ces expériences et ces lieux, ainsi que le pourquoi qu'ils recèlent par rapport à l'exercice que tu viens de faire. Donc l'interprétation, c'est se demander pourquoi ces personnes ont été importantes et significatives dans ta vie, pourquoi ces expériences et ces lieux ont été significatifs dans ta vie, hyper intéressant, et ensuite quels thèmes et quelles raisons reviennent sans cesse dans les réponses à tes questions ci-dessus, qu'est-ce que ça révèle à propos de toi, à propos de ce à quoi tu accordes de la valeur dans ta vie. Je t'invite vraiment à réfléchir sur ces questions-là quand tu auras cette masse de données qui va commencer à être accumulée et tu vas voir qu'encore une fois, avec ce niveau d'intentionnalité, il y a des pépites qui émergent que tu n'aurais pas pu soupçonner. Une fois qu'on aura terminé ça, on a terminé la partie bilan, à proprement parler. Tu peux le voir qu'on a fait un bilan 100% intentionnel à 360 degrés dans ta vie. On va donc passer dans la phase de planification de ton année, phase qui est hyper importante également. Et on commence direct avec une question hyper importante, c'est une question de visualisation. Donc dans ces sections, l'idée c'est de se nourrir des enseignements tirés de la première partie et de les tourner vers l'action pour designer les 12 prochains mois. En termes de visualisation, ce que tu vas faire en premier, c'est que tu vas décrire à quoi ressemble ta vie dans 12 mois. Tu dois visualiser, ressentir et rendre physiologique ces réponses-là. Le but ici, c'est d'aller taper dans une intelligence qui est autre que l'intelligence rationnelle. C'est d'aller taper dans une intelligence qui est une intelligence émotionnelle. Pour te donner un exemple, il m'est arrivé de faire ces exercices d'introspection et en écrivant sur mon clavier, d'avoir des larmes, des frissons, des larmes d'émotion dans le premier sens du terme. Je sais pas si c'est le premier, dans le sens du terme qui veut dire être ému. J'étais ému par ce que j'arrivais à faire ressortir, ce que ça disait sur moi en termes de valeur, en termes d'ambition, en termes d'identité profonde et des choses que je n'avais pas pu voir avant parce que je n'avais jamais pris le temps de miner l'or de mes expériences, de mon vécu, de passer du brut au raffiné. Et c'est ce niveau d'intentionnalité que tu veux atteindre. Évidemment pas un niveau où tu es en train de pleurer devant ton ordi en tapant sur ton écran, mais un niveau où tu ressens des sensations quand tu es en train de taper derrière ton écran. Donc c'est hyper important d'avoir pour objectif de mettre de l'émotionnalité dans cet exercice. Si tu restes en mode full rationnel, il ne sert pas à grand chose. Ici, on est dans la terre de l'émotionnalité. Ensuite, tu vas te demander qui je dois devenir pour atteindre ces résultats. Cette question, elle mérite une réponse, mais elle en implique également 3 autres qui est comment je vais devoir changer et évoluer, qu'est-ce que je vais devoir apprendre et comment mes habitudes et mes routines doivent changer. Ensuite, tu vas te demander qu'est-ce qui se dresse entre moi et ces résultats. Puis enfin, comment je peux surmonter ces obstacles. Et les réponses à ces questions vont te donner énormément de matière, comme tu peux t'en douter, dans tout ce qui va être planification pour la suite. Une fois que tu as terminé ça, on va passer dans la partie mettre à jour. Donc fort de tous ces enseignements, il est l'heure de mettre à jour la page la plus importante de ce setup, celle qui encapsule ton identité, les boussoles de vie. Si tu n'as pas fait mon programme Clarté Maximale, tu n'es peut-être pas familier avec la notion de boussole de vie, tu n'as pas besoin de l'être à ce stade, je vais juste te l'expliquer vulgairement. Les boussoles de vie, c'est ce qui encapsule ton why, ton pourquoi, tes valeurs, tes principes clés,
tes 10 lois de vie, tes 10 micro-lois de vie et tes carburants. Il n'y a rien à savoir de plus sur le sujet. Dans chacun de ces blogs, je t'ai mis des exemples qui sont des exemples personnels, qui je pense ne sont plus à jour d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est pas très grave. C'est des exemples qui seront parlants. Et comme tu peux le voir ici, c'est un blog synchronisé sur Notion, ce qui veut dire que, en clair, quand tu le modifies ici, ça modifie dans toutes les futures itérations de ton bilan. Ce qui va te permettre chaque année de vraiment mettre à jour les boussoles de vie, parce que ce que tu verras ici, c'est ce que tu as noté l'année précédente. Donc tu pourras voir est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que tu veux le changer. Et si tu le changes ici, ça sera changé dans la même case qui apparaîtra sur tous tes futurs bilans. Donc tu auras ce qu'on appelle une seule preuve de vérité en anglais, donc un endroit où les données sont toujours à jour et tu peux pas te tromper. Si tu veux creuser le sujet, rendez-vous sur mon programme Clarté Maximale. Ensuite, tu vas planifier. Donc tu vas mettre à jour les aires de vie, tu vas te demander quelles sont tes aires de vie à l'heure actuelle, est-ce que tu en as à en enlever, est-ce que tu as des aires de vie à ajouter, comment tu veux fonctionner avec ça, est-ce qu'il y a des aires de vie qui sont plus à jour, est-ce qu'il y a des aires de vie qui ont apparu entre temps. J'ai pas le temps de faire trop long sur les aires de vie, tu trouveras énormément d'informations sur internet si jamais tu te poses des questions sur ce sujet-là. Quand tu as fini avec les aires de vie, tu passes sur les habitudes. Est-ce que tu as des habitudes et des routines à mettre à jour? Donc tu reprends celles que tu as sur lesquelles tu as déjà réfléchi par rapport à ton année, et tu te demandes qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux enlever. On passe ensuite à la vision, et la vision, on commence un gros bloc de fixation d'objectifs. Si tu n'es pas familier avec la méthode planification annuelle ou la méthode La Cible de la tribu des starters, donc qui est disponible dans mes programmes de formation, on a tendance à fonctionner avec des objectifs vision qui sont à un échelon de 5 ou de 10 ans. Et ensuite, on revient sur les objectifs annuels qui sont un fragment d'un de ces objectifs vision sur lesquels on a choisi de faire un focus en cette année. Et ensuite, on va descendre à l'échelon qui est l'échelon trimestriel, où on va se fixer un objectif trimestriel en fonction de l'objectif annuel. Et donc l'objectif trimestriel a évidemment pour but d'atteindre une fraction de l'objectif annuel. Et on a une espèce de domino où quand on pousse l'objectif trimestriel, il va pousser l'objectif annuel qui lui-même va pousser l'objectif vision. C'est avec cet état d'esprit que je veux que tu t'attardes sur cette partie-là. Tu vas d'abord mettre à jour tes objectifs long terme, te demander est-ce qu'il y a des objectifs long terme à modifier ou à ajouter. Je prends le temps de préciser évidemment, si tu es membre de mes programmes Clarté Maximale, oui, Bibliothèque de vie, Planification annuelle ou La Cible, tu vois qu'il y a des setups qui ont été construits avec des blocs que tu peux faire apparaître à cet endroit-là. Tu n'es pas obligé d'utiliser ce format brut, tu peux tout simplement ici faire apparaître tes objectifs long terme ou dans les boussoles de vie, faire apparaître tes bonnes boussoles de vie. Évidemment, sens-toi libre de personnaliser ce bilan-là. Okay, donc, est-ce qu'il y a des objectifs long terme à modifier ou à ajouter? Ensuite, tu vas passer aux objectifs annuels. Tu vas définir les nouveaux objectifs annuels alignés sur les objectifs long terme en te servant des enseignements de l'année passée que tu viens de récolter. Puis tu vas faire évidemment le même process au niveau des objectifs trimestriels. Tu vas donc finir à la fin avec tes objectifs vision mis à jour, tes objectifs annuels définis pour cette année, tes objectifs trimestriels définis pour ce trimestre. On ne fait que le trimestre qui va arriver devant toi. Ça ne sert à rien de faire tous les trimestres de l'année, ok ? Et ensuite, on va donc s'attaquer aux projets. Tu vas définir les projets en idéation qui pourraient te conduire à l'accomplissement de ces objectifs trimestriels. Pour rappel, différence entre une tâche et un projet est un groupement de tâches. C'est quelque chose qui ne peut pas être accompli en une fois. Par exemple, lancer une nouvelle offre, on ne peut pas faire l'acte de lancer une nouvelle offre. Il va falloir réfléchir à l'offre, peut-être aller fouiller dans le contenu, commencer à faire une ébauche de plan, ensuite il va falloir commencer à nourrir ce plan, ensuite il va falloir, je sais pas moi, tourner les modules, créer les supports, etc., etc. Tu comprends l'idée, il y a plusieurs actions qui forment donc un projet. Donc on va se demander quel projet pourrait conduire à l'accomplissement des objectifs trimestriel. Et puis tu vas mettre une étoile à côté des projets qui sont prioritaires compte tenu de cette planification. Et quand tu auras fait tout ça, tu arriveras à la fin de ta planification de ta nouvelle année. On a ici un modèle qui est à la fois puissant, qualitatif, extensif et minimaliste dans le sens où on n'est pas allé creuser sur des choses qui ne sont pas importantes. On a eu une partie dédiée à l'introspection qui avait pour but de passer du brut au raffiné, et ensuite on a une partie projection, fort de ce raffiné et fort de l'alignement avec mes valeurs et ma vision, on se projette sur qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir cette année. J'ai laissé à la fin une partie IA, dont je voulais pas forcément te parler au début, pour pas que tu sautes sur cette partie-là, mais ce qui peut être intéressant à la fin, pour aller plus loin, c'est tout simplement que tu prennes toutes les réponses à tes questions que tu auras loguées dans ta page, tu peux exporter très facilement en format PDF toutes ces réponses-là dans Notion, tu le donnes à l'IA, et tu peux commencer à questionner l'IA sur tout ce que tu as marqué. Si tu as bien fait le taf et que tu as fait un bon taf d'introspection et que tu as livré des pépites sur le papier, l'IA va te satelliser. Je t'annonce, elle va te satelliser. Tu peux lui poser des questions comme « Qu'est-ce que j'ai l'air de valoriser dans ma vie ? Quelles ont été mes plus grandes sources de bonheur ou de malheur cette année ? Qu'est-ce que ces réponses disent de moi ? Qu'est-ce qui est présent et que je n'ai pas l'air de voir dans ce bilan ? Etc., etc., etc. Tu peux jouer pendant
des heures, façon de parler, mais il m'est déjà arrivé de jouer pendant des heures. Par exemple, tu vas faire une marche une fois que tu as filé ce document à l'IA, et en vocal, tu discutes avec l'IA et tu lui poses tout un tas de questions. Et tu vas voir les réponses qu'elle va te servir vont te satelliser. Pourquoi ? Parce que l'IA est tout simplement de façon démesurée, asymétrique, beaucoup plus puissante que nous dans l'art de computer de la data et de trouver des schémas et des patterns. Nous, ça nous demande énormément d'énergie, l'IA pas du tout. Va jouer avec ça et tu sauras clairement de quoi je parle. On arrive à la fin. À la fin, tu peux prendre le temps de te féliciter. Tu viens de terminer l'exercice qui t'approchera le plus de la réalisation de ta vision. Profite de cette enivrante sensation de clarté et prends le temps de te reposer avant de commencer l'année qui transformera ta décennie. Quand tu auras fini ce bilan et cette planification, tu sauras exactement où est-ce que tu veux aller au plus profond de toi pour les 12 prochains mois. La seule question qui restera maintenant, c'est comment tu comptes structurer tes semaines pour avancer efficacement vers cet objectif et cette vision que tu t'es fixé pour les 12 prochains mois. Personnellement, j'ai choisi d'automatiser 60% de mon calendrier pour passer de la phase stratégique à la phase de l'exécution quotidienne et me laisser le moins de marge d'erreur possible. Si tu es intéressé à l'idée de savoir comment faire, tu as juste à cliquer sur cette vidéo.